3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Gottsman est avec nous, le responsable de la recherche macro de la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Vincent Juvin d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Et Christophe Barraud nous accompagne également ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities. Christophe, un peu plus d'un an après la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine, on a vu la sphère financière réagir au cours du mois de mars avec une série d'incidents bancaires répétés. La question qu'on se pose au terme ou quasi-terme de cette semaine, avec les statistiques qu'on a pu suivre tout au long de la semaine en provenance des États-Unis, c'est de savoir est-ce que la sphère économique est en train de répondre, de réagir, elle aussi, enfin, à cette série de hausses de taux foudroyantes délivrées depuis plus d'un an. Alors, je pense qu'il y a plusieurs paramètres, mais déjà l'idée c'est de bien recontextualiser. Après, on va dire, à partir du T3 2022, on a déjà eu un durcissement des conditions de crédit qui a débuté, qui s'est amplifié au 4e trimestre et probablement au 1er trimestre 2023, puisqu'on a des indicateurs avancés, mais aussi des enquêtes de Fed régionales, notamment la Fed de Richmond, qui montrent qu'on a une dégradation des conditions de crédit. Généralement, il y a un écart entre la dégradation des conditions de crédit et l'impact économique, qui peut être, selon les études, entre 10 et 15 mois. Donc, on commence à voir l'effet du 3e trimestre dernier. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un ralentissement encore plus marqué au T2. Et vraisemblablement, à partir du T3, ça devrait être très compliqué. Maintenant, en termes de données économiques, il y a potentiellement un impact sur les données qu'on a pu voir cette semaine, qui sont des soft data, donc ça va être plutôt des indicateurs, des sondages auprès des entreprises, des enquêtes, donc qui reflètent généralement plus rapidement cet effet-là. Après, il faut aussi noter que pour l'ISM, la plupart des réponses se font en fin de mois, donc ça reflète pleinement les derniers événements et les turbulences sur le secteur bancaire. Maintenant, il y a quand même tout un tas de facteurs qui pèsent négativement sur l'économie américaine. Et on peut se dire que voilà, sur le consommateur américain, qui est le vrai baromètre, il y avait eu plutôt des bons résultats en janvier surtout, un peu moins en février, mais il y avait des effets favorables temporaires, comme le climat qui était plutôt favorable globalement. Il y avait eu des soutiens entre guillemets sociaux avec des revalorisations, et on avait aussi des remboursements du Trésor en début d'année qui aujourd'hui se sont estompés. Donc on a déjà une normalisation et on peut se dire qu'après quelques petits chocs, voilà, on va vraiment entrer dans le dur, peut-être à partir de mars ou légèrement après. Et il faudra regarder l'effet du durcissement de ces conditions de crédit sur le crédit aux ménages, qui était un gros soutien aussi des consommateurs, surtout les ménages qui avaient des revenus les plus faibles et qui avaient justement consommé toute leur épargne pendant le Covid. Et on peut se dire que ce levier-là va s'estomper, voire s'inverser. Et c'est pour ça qu'on peut légitimement penser qu'on aura une poursuite du ralentissement de la croissance aux États-Unis à très court terme. Très compliqué au T3, ça veut dire quoi, Christophe ? Ça veut dire négatif, normalement, avec cette idée que le consommateur et aussi les entreprises en termes d'investissement, on devrait voir un certain nombre de pressions négatives. Bon, état des lieux macro de l'économie américaine, Nicolas, est-ce que les événements bancaires du mois de mars accélère le ralentissement américain? Est-ce que ça amplifie l'idée aussi de ce ralentissement qui revient sur le devant de la scène? Oui, a priori. Alors ensuite, je pense que ce qui se passe depuis le début de l'année aussi, c'est qu'il y a eu sans doute un impact assez large de tout ce qui était un facteur qui est très technique, qui est en fait les corrections des variations saisonnières, qui en janvier ont fait ressortir des données plus fortes et qui a laissé penser au marché que l'économie américaine était en train de réaccélérer. Ce qu'on a aujourd'hui comme données, en fait, c'est plutôt un réajustement de ces phénomènes-là qui permet de voir en fait que sans doute que la tendance qu'on avait déjà à l'automne d'un ralentissement assez faible, mais d'un ralentissement était en cours. Et en fait, les données qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on les interprète d'une façon très négative par rapport à ce qu'on avait vu au début de l'année, mais finalement, si on enlève justement ces histoires de correction, de variations saisonnières, on a quelque chose d'assez soft justement comme trajectoire. Par contre, évidemment, maintenant la question, c'est de savoir quel va être l'impact de la question l'impact bancaire. Oui, du resserrement, des conditions de crédit, de la distribution de crédit bancaire aux États-Unis. C'est ça. Et là, sans doute qu'on a. Alors ensuite, il y a des évaluations différentes. Les premières évaluations qui ont été faites genre 2 jours après, c'était Goldman Sachs qui disait un impact entre 25 et 50 points de base. Ensuite, on a eu Thorsten Slock de Apollo qui disait lui entre 150 et 200 points de base. Donc là, c'est évidemment, c'est à peu près
va falloir faire son choix pour essayer d'estimer ça. Ensuite, la question, évidemment, qu'on a pour la suite, mais pour la trajectoire de l'économie américaine, la grande problématique de la Fed, c'est que finalement, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de cibler effectivement la baisse de l'inflation, qui va passer essentiellement par la question des services. Or, le secteur des services est le dernier à être impacté par la politique monétaire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est la suite logique des opérations. On a vu déjà l'affaiblissement du secteur de la tech, qui est sans doute celui qui est en première ligne de la hausse des taux, comme peut l'être l'immobilier. Donc on a vu le secteur de la tech commencer à être touché dès la fin de l'année dernière, on l'a vu dans les valorisations notamment. On a vu effectivement avec ce qui s'est passé avec SVB, qui est directement impacté et qui est très majoritairement sur ce secteur-là. On a aujourd'hui la grosse inquiétude sur l'immobilier commercial, qui est aussi encore un secteur. Donc la question, c'est de savoir à quel point la Fed va avoir besoin de faire du mal à d'autres secteurs avant de toucher le secteur des services. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est sans doute qu'on a... savoir si on ne va pas casser quelque chose avant d'en arriver jusque-là. Et donc ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Mais pour le moment, avec les données qu'on a, et aussi longtemps que le consommateur américain tient, c'est-à-dire que la croissance de l'emploi reste à peu près correcte, on n'a pas d'inquiétude spécialement à avoir. Par contre, si on commence à avoir des chiffres de l'emploi qui commencent à se dégrader, là, ça peut effectivement se dégrader assez rapidement du côté américain. Tout est une question de probabilité, mais vous dites quand même le risque d'un atterrissage mal organisé, mal ordonné, un peu plus brutal, c'est forcément une probabilité qui remonte depuis quelques semaines. Oui, qui remonte un peu depuis quelques semaines, mais qui pour l'instant, à mon avis, n'est pas le scénario central. Et je ne pense pas, encore une fois, que les données, même si elles étaient on pouvait les interpréter de façon assez sévère cette semaine, ne sont pas forcément aussi dramatiques que ça quand on regarde encore une fois les problématiques de lecture qu'on peut avoir avec les facteurs techniques qu'on a et là qui sont encore bien pires en Europe d'ailleurs. Vincent, c'est vrai qu'après avoir vu quand même ces phénomènes un peu de rupture sur des maillons spécifiques, encore une fois, de la chaîne bancaire américaine ou européenne, dans des cas très différents, la question se pose de savoir si on n'aura pas également une réplication de ce genre de rupture dans la sphère économique réelle. Oui, alors pour compléter ce qu'ont évoqué mes collègues, il est certain que, en tout cas, les perspectives sur l'économie américaine par rapport à ce qu'on pouvait penser au début de l'année, en tout cas, se sont détériorées. La crise bancaire a, et d'ailleurs le resserrement monétaire de la Fed a pour conséquence que les conditions de crédit se sont resserrées, déjà vraisemblablement l'an passé, mais on le voit plus nettement dans les sondages auprès des banques. Aujourd'hui, je crois que 40% des banques américaines signalent avoir resserré leurs conditions de financement pour les entreprises. Alors les ménages, pour l'instant, sont un petit peu mieux lotis de ce point de vue-là, donc ils ont encore plus facilement accès au crédit, mais ce sera un frein évidemment à l'investissement des entreprises. Alors, à la fois, il y a plus de banques aux États-Unis qui annoncent resserrer leurs conditions de financement qu'en Europe, mais les entreprises américaines ont relativement moins besoin des banques que les entreprises européennes. Donc il faudra mesurer un petit peu l'impact de ceci sur l'activité réelle. Celles qui ont accès au marché de capitaux. Celles qui ont accès au marché de capitaux, donc on est plutôt évidemment, et certainement en termes d'allocation, il y a un arbitrage large small cap à réaliser. Par exemple, nous, il est clair qu'on a renforcé les large cap américains au détriment des small cap, qui par ailleurs sont plus exposés au secteur bancaire et des banques régionales qui sont aujourd'hui potentiellement plus dans la tourmente. Je crois que ça pèse 16, 17% de l'indice Russell, ou 18% dans le Russell et plutôt 16% au niveau du S&P 500. Donc c'est un peu plus lourd évidemment, et ce sont des banques régionales. Donc c'est clair que les perspectives pour les trimestres à venir, en tout cas, se détériorent. Je pense que le scénario du hard landing, pour l'instant, ça demeure quand même pour moi un scénario extrême. Le soft landing, pour l'instant, est plutôt validé. On a quand même un premier trimestre qui a quand même été très résilient, plus que résilient. On aura des chiffres de croissance qui seront quand même plus que corrects. Les modèles, en tout cas, parfois pointent vers 3%, en tout cas sur ce premier trimestre de l'année. Mais enfin, les risques, en tout cas, s'accumulent. Mon patron, Jamie Dimon, l'évoquait cette semaine. Ça mettra évidemment du temps au secteur bancaire américain pour digérer évidemment cette hausse de taux importante, pour digérer aussi une décennie de répression financière qui fait que les bilans des banques, des assureurs sont évidemment bien encombrés de papiers dont on espère qu'elles pourront évidemment les garder jusqu'à maturité pour éviter de réaliser des moins-values latentes. On a évidemment la semaine prochaine et dans les prochains jours la saison de résultats qui commence. Bien sûr. Avec des grandes banques qui vont rapporter, mais on pourra déjà un petit peu mesurer peut-être l'impact, en tout cas sur les différents pôles d'activité de ces banques des événements des dernières semaines. Je ne veux pas vous faire parler à la place de Jamie Dimon, mais quand même. Non, mais il y a l'idée, c'est ce que j'ai compris chez lui. C'est-à-dire qu'on a écarté, et on peut l'écarter, j'imagine encore aujourd'hui, l'idée d'un risque systémique à la Lehman, même si c'était une question qu'il fallait se poser, effectivement. Mais il y a quand même l'idée que ce tissu des banques régionales aux États-Unis va devoir se reformater, se restructurer, se reconsolider, se réglementariser d'une certaine manière. Et que ça, c'est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée.
d'une certaine manière. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'était ça le message. Et puis, enfin, il y a évidemment... Il y a un long chemin maintenant pour le secteur bancaire américain. Le risque, c'est que celui-ci soit dans une moindre capacité à soutenir l'économie à un moment où, compte tenu du resserrement de l'économie... Et que ça puisse durer quelques temps. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que finalement, le resserrement des conditions financières des banques se substituera quelque part en partie à ce qu'aurait fait la Fed peut-être en d'autres conditions. Donc, net pour les trimestres à venir, ce que les banques réalisent aujourd'hui, c'est probablement ce que la Fed ne devra pas faire. On verra évidemment la façon dont l'économie digère cela. Mais enfin, je souscris assez bien aux propos de Christophe. On a sans doute vers T3, T4, je dirais, une phase un petit peu plus difficile, même si à ce stade, je me garderais bien, en tout cas, d'évoquer des certitudes par rapport à une contraction éventuelle du PIB. L'économie mondiale, dans son ensemble, a montré beaucoup de résilience jusqu'ici. Donc en effet, la clé, ce sera l'emploi. Demain, nous en aurons encore un aperçu. Jusqu'ici, le marché de l'emploi c'était un scénario parfait, où on a vu en tout cas un rééquilibrage entre employeurs et employés. On a vu finalement les salaires, pas refluer, mais enfin croître moins vite. Donc voilà, j'ai envie encore de croître en la résilience de l'économie américaine. Et c'est d'ailleurs finalement un des messages qui était délivré également par Jamie Dimon. Et c'est ce qu'on peut voir par le prisme, en tout cas, de nos activités aux États-Unis. Et elles ne sont pas tellement banque d'investissement ou asset management, mais plutôt via le réseau de Chase également, ce qu'on peut voir au niveau des consommateurs américains qui, finalement, ont encore une situation de plein emploi, ont encore un excès d'épargne. Alors, on peut se demander s'il est évidemment uniformément réparti dans la société américaine, mais c'est pas encore tout à fait fini. Par rapport à 2008, ils sont quand même moins endettés. Ils ont moins de risques de taux, puisque finalement, sur l'immobilier, ils sont à 95% en taux fixe. Donc, c'est vrai que les risques de solvabilité sur le consommateur américain sont faibles. On les voit assez bien sur leveragé actuellement via les cartes de crédit et autres. Christophe, vous disiez tout à l'heure, il y a le délai de transmission entre le moment où le crédit bancaire se resserre et le moment où on le voit dans l'économie réelle, dans le marché du travail, dans l'activité de service, par exemple, ça peut prendre du temps. Est-ce que ça veut dire que pour le prochain meeting de la Fed, et ça paraît très très loin, c'est dans un mois, est-ce que ça veut dire que la Fed pourrait manquer d'évidence d'un crédit crunch en cours qui la mettrait dans une situation très inconfortable avec l'option d'une hausse de taux qui serait encore sur la table? L'option est clairement encore sur la table, à mon avis. Maintenant, la question, c'est surtout ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a une pause et quels sont les... Le camp de la pause commence à gagner pas mal de membres. L'Australie, le Canada, enfin voilà, c'est des banques un peu secondaires, mais quand même... Et puis même sur les transcripts qu'on peut avoir dans les journaux du dernier meeting, ça a mis pas mal de temps avant de se décider sur les 25 BP. C'était déjà beaucoup moins consensuel que d'habitude. Donc il y aura clairement un quid avec cette idée que, effectivement, il y aura un impact des durcissements des conditions de crédit. La question, c'est surtout quelle sera l'amplitude de cet impact, et c'est impossible à dire aujourd'hui. Ouais. Ça va être très intéressant de regarder les résultats des banques, surtout des banques régionales. Je pense qu'elles seront scrutées comme jamais. Je crois qu'il y a First Republic vendredi prochain. On va commencer à faire la liste. On va faire la liste de toutes les banques régionales. Et il y a un vrai changement de focus là-dessus. Tout le monde commence à regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une banque, c'est quoi des pertes non réalisées, combien il y en a, elles sont couvertes comment. Donc je pense que ce sera très scruté, et à la moindre petite erreur d'une banque régionale, on pourrait aussi avoir une certaine volatilité. Donc ça permettra aussi de jauger le contexte, les investisseurs. Ça peut être une bonne mesure pour la Fed. Après, sur les données qu'on va avoir, je ne suis pas certain que le rapport du marché de l'emploi soit une donnée très fiable, parce qu'elle est souvent révisée, même sur la croissance des salaires, ça peut être du simple au double. Donc il faudra la prendre avec des pincettes. Maintenant, le CPI, on peut le regarder, bien sûr, mais je pense que ce qui sera plus intéressant, ce seront les 2 prochains rapports. Donc, globalement, il reste quand même sur une trajectoire où il pourrait faire le 25 BP. La question, c'est plus comment ils vont présenter la chose et sur ce qu'ils vont faire juste après. Et ça, je pense que c'est en train de se décider maintenant. Ça va dépendre aussi beaucoup des ventes au détail. On aura ces chiffres-là la semaine prochaine. De juger de la vigueur du consommateur à partir du mois de mars.
Qu'est-ce qui va faire les décisions du mois de mai pour la Fed? On parlera peut-être de l'Europe et de la BCE, bien sûr, mais pour la Réserve fédérale américaine. D'ailleurs, dans les deux cas, je crois qu'ils auront alors les enquêtes de distribution de conditions de crédit. Donc, c'est Senior Loan Officer Survey aux États-Unis, Bank Lending Survey, c'est trimestriel. En Europe, ces données-là arriveront quelques jours avant les meetings de début mai. C'est ça, mais déjà les choses ont quand même considérablement changé. On se souvient de l'audition de Jerome Powell, c'était le 8 mars dernier, je crois, devant le Sénat. Ouais. Il a fait 2 auditions. Le 8 mars, il laissait entendre qu'on était peut-être reparti pour 50 points de base. C'était avant la chute de SVB. Et ce qui était intéressant, c'était que le marché commençait à anticiper également, et dans le discours qu'on avait, que le taux terminal qui serait... la Fed arriverait à un taux qui serait peut-être à 5,75, donc juste de flirter en dessous des 6%. Et en fait, quand on a eu, donc 2 semaines après la réunion de la Fed, on a eu la persistance du 5,10 qui était déjà 5,10 en taux terminal, qui était prévu en décembre. C'est-à-dire qu'on a quand même enlevé 2 hausses de taux qui étaient envisageables dès le 8 mars. On a quand même donc ces 2 hausses de taux qui ont été enlevées. Par contre, on laisse la trajectoire, c'est-à-dire qu'on laisse le 5,10, c'est-à-dire qu'on voulait aller à 5,10 avant. On enlève la trajectoire à 5,75, mais on va aller quand même au 5,10. Donc, ce qui nous promet pour le moment, selon ce que la Fed essaie de faire, et comme elle essaie quand même d'avoir un discours qui soit vraiment le plus transparent possible, je pense que simplement elle va essayer de respecter sa parole s'il n'y a pas de drame d'ici là, d'aller faire ses 25 points de base et après de se donner justement, de se garder à ce niveau très élevé comme seuil d'observation pour le reste de la situation. Mais effectivement, on peut quand même anticiper aujourd'hui que ce sera le taux terminal pour la suite des opérations, parce qu'ils ont besoin d'attendre de voir quel peut être l'effet sur l'économie, et qu'a priori ce taux à 5-10%, quand on regarde le niveau aujourd'hui, même en trajectoire de tous les indicateurs, enfin de la flopée d'indicateurs qu'on peut avoir comme d'inflation sous-jacente, ça correspond quand même à peu près à ce niveau-là, et donc on ne peut pas trop se tromper. Voilà. Éventuellement ça peut être trop restrictif, mais là ils pourront réagir rapidement s'ils le souhaitent, mais je pense qu'il est probable qu'on n'aille pas vraiment au-delà de ce niveau-là. L'idée d'un taux terminal moins élevé, qu'on essaierait de maintenir quand même dans la durée, toujours. Ça reste la stratégie de la Fed. C'est l'idée que vous en avez aussi, Vincent? Oui, en tout cas, je vois les attentes du marché aujourd'hui. On a une majorité qui s'attend à une pause au mois de mai. Donc, c'est même plutôt le camp de la pause qui pour l'instant, l'emporte. En effet, je pense qu'il faudra voir, en effet, les Senior Loan Office, les rapports sur l'inflation. Je pense qu'il y avait déjà la porte qui était laissée ouverte. La Fed est moins acculée à délivrer, puisqu'elle a dit que ce serait plus data dependent. Donc, on aura les données d'ici là. Donc, oui, pour moi, je pense qu'on verra avec l'évolution des données, mais en effet, je ne vois pas un taux terminal au-delà de 5,25 pour la Fed. Ça, c'est une évidence. Et après cela, on verra si la contraction, en tout cas, s'est observée au T3, T4, si vraiment des baisses de taux dans le sillage sont nécessaires. Je pense qu'il est prématuré de les évoquer, comme il est prématuré d'évoquer les contractions. Le travail sera évidemment plus compliqué, en Europe. On va y venir dans un instant. Mais tout de suite même. Non, si, parce que dans une économie ou des économies européennes peut-être moins réactives que l'économie américaine, la question de cette spirale prix-profit, la question des stratégies prix-marge des entreprises. On a beaucoup parlé des salaires, mais maintenant les banquiers centraux parlent de la spirale prix-profit, qui est un facteur, ou en tout cas estimé comme un facteur de risque de persistance de l'inflation à un niveau élevé. Oui, je pense que c'est troublant depuis le début de l'année. Enfin, personnellement, ça va à l'encontre les marges des entreprises ou le discours des banques centrales? La persistance de l'inflation, d'accord. Que ce soit par les profits ou que ce soit par les salaires, mais c'est vrai qu'on ne l'attendait pas aussi fort. Enfin, on avait espéré l'an passé qu'avec les différentes mesures qui étaient prises pour accompagner la crise énergétique, on n'en arriverait pas là. Mais force est de constater quand même que dans pas mal de pays, les salaires s'emballent et que pour différentes raisons, cette inflation sous-jacente est plus persistante qu'on ne l'avait espéré et que dès lors, elle s'installe dans la durée, ce qui fait peser un risque sur l'inflation zone euro. Alors, ce n'est pas le seul facteur. On est quand même aussi, moi, dans les éléments que j'estime avoir sous-estimé l'an passé, et l'annonce du jour d'Airbus vient contredire cette crainte. Mais sur la Chine, on est doublement des capacités de production d'Airbus en Chine pour la 320. On est quand même dans un contexte où j'entends quand même pas mal d'entreprises, de grandes entreprises, quand même avoir cette stratégie Chine +1, se désensibiliser à la Chine, avoir plus cette mondialisation à la carte, qui est évidemment finalement susceptible d'augmenter le prix de nos importations. Ça, c'est également un facteur
facteurs qui m'amènent à être un peu plus prudent sur l'inflation. L'Europe s'était accordée fin décembre également sur l'idée de l'implémentation, enfin, dira-t-on, de protéger notre industrie sur le Carbon Border Adjustment Mechanism, donc qui pourrait voir l'implémentation de barrières tarifaires aux frontières de l'Europe. C'est pas pour demain, c'est pour plus tard cette année, mais enfin, il y a quand même différents facteurs qui font que pour les prochains mois et peut-être les 2-3 prochaines années, on est dans une configuration inflationniste qui est tout d'un coup un peu moins favorable qu'on l'avait estimé. En tout cas, l'ère de la désinflation, c'est sans doute fini, de l'hyperinflation aussi, mais on est en train de réaliser chez JP Morgan ces perspectives à 10-15 ans qu'on publie traditionnellement au mois de novembre, et les débats sont actuellement autour de remonter l'inflation attendue en zone euro, quand même assez significativement par rapport à notre niveau assez bas, il faut le reconnaître, d'1,8 pour l'instant. On passera sans doute sensiblement au-dessus de la barre de 2%. Nicolas, pourquoi est-ce qu'un membre du directoire de la BCE comme Fabio Panetta, économiste, met en avant cette question des marges des entreprises dans la dynamique d'inflation, la spirale prix-profit, comme étant un risque de persistance de l'inflation à un niveau élevé? Est-ce qu'il ne croit pas que la chute de la demande qu'on peut observer déjà dans certains secteurs, dans certaines industries, ne soit pas suffisante pour pousser les entreprises, j'allais dire, normalement, à ajuster leur prix à la baisse? Est-ce qu'ils pensent que l'intensité concurrentielle n'est finalement pas suffisante en Europe pour justement forcer le jeu du marché, de l'équilibre de l'offre et de la demande? La problématique, c'est qu'on ne sait pas. En fait, il y avait un discours qui je trouve, qui était un peu qui rimait un peu avec le discours de Panetta, qui était le discours de Christopher Waller aux États-Unis, qui montrait en fait que la hausse qu'on avait de l'inflation aux États-Unis était non pas due à des hausses plus importantes qu'on avait avant, mais la fréquence d'ajustement des prix par les entreprises était plus importante qu'elle ne l'était précédemment. Donc c'était quand même assez intéressant. Et de voir qu'à partir du moment où cette fréquence commencerait éventuellement à baisser, ce qui pourrait commencer à être le cas, ou alors même d'avoir une fréquence à la hausse plus importante, mais pour des prix qui baissent, pourrait arriver, et que ce moment-là peut arriver à partir du moment où les volumes commencent à être impactés. Donc ça, c'est effectivement une possibilité. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à penser que cette inflation qui est persistante à cause des marges pourrait être plus vulnérable à la baisse. D'accord. C'est une inflation plus facile à faire partir que l'inflation des salaires, par exemple. Ensuite, d'expérience aussi, et ce qu'on a vu, en fait, ce qui est quand même aussi l'histoire de la politique monétaire, c'est qu'en fait, c'est la rigidité des prix qui impose de faire une politique monétaire qui permet ça. Et donc la question, c'est de savoir si les entreprises vont commencer à baisser leurs prix avant de passer par la cause chômage, ou alors si elles vont préférer d'abord licencier des personnes qui vont faire baisser la demande, qui vont à la fin faire baisser l'inflation. C'est le jusqu'au boutisme de la stratégie prix des entreprises qui inquiète Fabio Panetta, ou le risque de voir certaines entreprises un peu jusqu'au boutiste dans la volonté de fixer leur prix et de maintenir leur prix au plus haut. Le prix des entreprises va conduire la Banque Centrale Européenne pour le moment, en fait, et je pense injustement, à ralentir l'économie européenne, qui pourrait logiquement soit faire baisser les prix, soit licencier des personnes. A priori, l'histoire économique, c'est plutôt on va licencier des personnes pour avoir une demande plus faible, et ensuite on baissera les prix. Et du coup, si on baisse les prix avant, on n'a pas besoin de passer par la case chômage. Donc c'est quand même assez intéressant comme point de vue. On verra ce qui peut se passer pour la suite. Mais ensuite, c'est aussi un peu facile de passer, de taper sur le doigt, des entreprises maintenant. Quand on regarde ce qui se passe en zone euro, moi je ne comprends toujours pas comment ils en arrivent à lever les taux à ce niveau-là. Quand on regarde simplement ce qui me semble être vraiment la croissance cœur de la zone euro, si on prend la consommation et l'investissement, que j'ajoute ça et que je prends les projections de la BCE jusqu'à fin 2025, j'arrive à un niveau donc agrégé de 3,5% au-dessus du niveau de 2025. C'est-à-dire qu'on arriverait à seulement 3,5% de croissance en 6 années. Les États-Unis, sur cette métrique-là, sont déjà à 7,6. C'est-à-dire qu'on arrivera à faire 40% du total américain, mais en 6 ans, alors qu'eux l'ont fait en 3 ans. Et donc, si on veut continuer comme ça, donc aujourd'hui, la politique de la BCE est largement plus restrictive que ne l'est celle de la Fed. On a déjà des conditions de crédit qui, depuis, stagnent. Enfin, le crédit au secteur privé est stagnant depuis le mois de septembre. On a des données, notamment sur les ventes au détail, sur la consommation, qui sont effrayants en zone euro. Quand on regarde les données sur l'investissement, sont également effrayants. Et la BCE continue d'avoir un discours qui se dit « je veux freiner la demande, je veux la freiner la demande ». Parce qu'elle réagit à... Que la demande soit médiocre, ça n'étonnera personne en Europe, mais c'est que la BCE réagit à une offre qui est dramatiquement faible par rapport à une demande qui est médiocre et rien de plus. Effectivement, c'est la justification. Ensuite, la question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que vraiment l'impact sur l'offre a été si important que ça en Europe? Je ne le crois pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'argument qui est développé aujourd'hui par les gens de la BCE en disant oui, le niveau de demande est supérieur à l'offre. Mais quand on regarde le niveau de demande, soit on a un niveau de demande qui s'est vraiment écroulé pendant la crise, mais je ne crois pas que ce soit à ce niveau-là. Et donc, dans ce cas-là, la politique de la niveau d'offre, vous voulez dire, oui, c'est ça. Serait injustifiée.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation européenne de ce point? Je sais pas, je cherchais un peu les lumières positives. À propos d'offres, je vois que les commandes à l'industrie en Allemagne se tiennent bien, par exemple, depuis 2-3 mois. C'est l'automobile. Est-ce qu'il y a des chaînes de valeur qui peuvent se détendre encore, ramener un peu plus vite de l'offre face à une demande qui continue de tenir pour l'instant, Christophe? Moi, la lumière en Europe, je le vois plus sur le secteur toujours hospitalité, hôtellerie, restauration, qui bénéficie encore du phénomène de rattrapage. Il peut bénéficier éventuellement de l'ouverture de la Chine à l'international qu'on n'a pas encore vu, puisque en domestique, une petite statistique sur les vols domestiques, on est au-dessus des niveaux de 2019, on refait des plus hauts, et sur les vols internationaux, on est à 30-40% des niveaux de 2019. Ah ouais, très faible. Potentiellement, voilà, c'est un secteur qui peut encore tirer son épingle du jeu en Europe, et on le voit sur les enquêtes par secteur. Donc ça, c'est peut-être un point positif sur lequel on peut se réjouir. Après, je suis totalement d'accord avec Nicolas sur tout ce qui est consommation de biens. On le voit en France, on le voit en Allemagne. On voit qu'il y a quand même une pression assez significative. Et le risque, c'est vraiment d'avoir cette continuité de la détérioration des conditions de crédit. On le voit aux États-Unis, mais en Europe, c'est aussi déjà le cas. Et vraisemblablement, ça va continuer. Donc on est, moi je trouve, sur une synchronisation entre les États-Unis et l'Europe. Maintenant, sur le rôle de la BCE, le problème de la BCE, c'est qu'elle n'a pas le même mandat. Et qu'elle a plutôt tendance à ne regarder que l'inflation. Et aujourd'hui, ils se fixent tous sur l'inflation corps. Après, il y a une autre problématique, c'est le contexte régional, avec des pays qui ont une inflation élevée ou qui ont... je dirais une rigidité supérieure et qui ont un impact proportionnellement supérieur sur la BCE. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où la BCE va être vraisemblablement encore en retard et qu'il y a clairement un risque qu'elle appuie trop fort, trop tard, ce qui entraînerait paradoxalement une chute de l'activité, d'autant qu'on est, pour aller un peu plus loin dans tes propos, on a aussi un risque énergétique qui peut revenir sur la croissance. Donc ça se rajouterait encore plus. Même en sortant de l'hiver avec des cuves de gaz remplies quand même de manière beaucoup plus importante que d'habitude à cette période, ça ne permet pas d'évacuer pour l'hiver prochain pas totalement. Le risque. Puis bon, la météo, vous savez, on n'arrive pas à prévoir au-delà de 10 jours, donc tout peut se passer. Et je trouve que mettre ça de côté aujourd'hui, c'est un peu super optimiste. Et dans les prévisions, tout le monde met ça de côté. En se disant, il n'y aura plus de choc énergétique. Ou alors, il sera ultra limité. Et géopolitiquement, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Donc ça fait quand même, je trouve que la zone euro est encore plus vulnérable à un choc exogène négatif. À ce propos, Vincent, là, c'était en début de semaine, mais c'est vrai que la petite surprise de début avril de l'OPEP+, de couper à nouveau... d'1 million de barils ou plus par jour, la production, après 2 millions de barils plus coupés déjà à partir d'octobre dernier, plus la Russie qui a fait ses 500 000 qui vont être prolongés dans les prochains mois. Ça change la donne un peu, beaucoup. En tout cas, ça vient alimenter le risque que vient d'évoquer Christophe. C'est vrai que la sécurité énergétique de l'Europe ou du monde de manière générale, elle n'est pas non plus garantie pour les prochains mois. Ça montre qu'en tout cas, l'OPEP ne suit plus la ligne directrice des États-Unis. Donc il y a une moindre confiance à avoir dans la politique à mener, ou en tout cas moins de pression potentiel sur ces derniers pour ajuster l'offre en fonction des besoins de l'Occident et d'une inflation baisse. Donc, ils ne s'alignent pas, en tout cas, sur nos défis. Donc, c'est vrai que c'est troublant. Alors, à un moment où on le reconnaît tous, aux États-Unis, en Europe, l'économie ralentit. Ouais. Donc, ça pourrait sans doute pas être un problème majeur. On n'a pas vu trop de déconvenues jusqu'ici, en tout cas, ou d'inquiétudes par rapport à ce sujet. Mais c'est vrai que par rapport aux perspectives pour les mois à venir, c'est en tout cas un élément supplémentaire qui vient, en tout cas, troubler les choses. Bon, sur la sécurité énergétique de cet hiver, je pense qu'il y aura un élément, et là on peut en revenir en France, la manière dont le parc nucléaire français opère ou n'opère pas sera également aussi un élément important pour l'hiver prochain. Ça fait partie en tout cas des espoirs pour des énergéticiens pour l'hiver prochain, pour essayer en tout cas qu'on ait a priori une configuration moins difficile que l'hiver passé. Et la météo, là on verra, ça a évidemment beaucoup aidé cet hiver-ci, mais pas uniquement. Alors on a peut-être une vue optimiste
pessimiste sur cette idée, c'est-à-dire que j'ai quand même vu les Européens dans leur écrasante majorité faire des efforts quand même importants. Alors dans un contexte où l'hiver n'était pas rigoureux, c'est vrai, mais enfin on a quand même limité, en tout cas notre consommation de gaz significativement. Il y a le facteur météo, mais les efforts de sobriété aussi comptent. Ça a fait quand même le job pas mal. Et puis on s'est rendu compte quand même que les infrastructures qui nous manquaient de regazéification et autres, on a pu les trouver assez rapidement en Allemagne et aux Pays-Bas notamment. Donc en tout cas moi je note que les experts énergétiques dont je ne fais pas partie, en énergie dont je fais partie, qui étaient très pessimistes au départ pour l'hiver 2023-2024, sont devenus tout d'un coup plus positifs. Donc espérons en tout cas. Moi, ce qui m'inquiète en Europe, si on doit ajouter en tout cas des problèmes à la somme de ceux qu'on vient déjà discuter, c'est peut-être pas les problèmes exogènes, mais les problèmes endogènes, et on a finalement une bonne capacité à les créer aussi. Mais enfin, la conséquence en tout cas de l'augmentation de l'inflation, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Alors certes, l'inflation a permis de faire refluer quelque peu la dette rapportée au PIB, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, en ce sens que ça va nous revenir dans la figure sous forme de coûts de financement en hausse. On en sent déjà les prémices. On a des discussions évidemment par rapport à la réinstauration, en tout cas des critères de pacte de stabilité en Europe. Et ça promet quand même de ne pas être très facile. On sent déjà quand même des vues très très opposées sur le sujet. Et pourtant, j'estime que c'est éminemment nécessaire à un moment où on a quand même ces taux d'intérêt en hausse, où les marchés pourraient à nouveau se réintéresser à cette situation, et où on a une situation bilantaire en Europe qui ne s'est pas améliorée. Je rappelle que l'Italie, qui est peut-être pas trop mal gérée pour l'instant, ou moins mal qu'on ne l'avait craint, avait un excédent primaire en 2012-2013, n'en a plus. Il y a quand même beaucoup de pays qui sont encore, et certainement des populations qui sont en attente d'une politique de quoi qu'il en coûte, alors qu'aujourd'hui, on n'a peut-être plus les moyens de cette politique. Donc ça, pour moi, c'est également un des gros défis de cette année, c'est la situation sur la dette souveraine en Europe. On rappelle, les règles sont suspendues jusqu'à fin d'année, je crois, c'est ça, mais il faut se mettre d'accord sur au moins un cadre de transition avant peut-être de refixer de manière plus ancrée encore le prochain schéma budgétaire. Les Allemands ont déjà pris les devants de ce point de vue-là. Bon, pour l'instant, plus vous avez de dette, plus il faudra faire d'efforts. Non, mais ça va être assez simple de ce point de vue-là. Mais voilà, ça c'est également parmi les risques à monitorer, je pense, pour les prochains mois en Europe, et parmi en tout cas les sujets d'inquiétude. Le pétrole, je ne sais pas, ça vous a inspiré quelques commentaires en début de semaine, Nicolas, non? La décision emmenée par l'Arabie Saoudite, de dire non, parce que on peut y voir effectivement un espèce de bouleversement géopolitique si on veut se faire plaisir, mais je crois que c'est plus pragmatique que ça. À mon sens, oui, parce que ça arrive vraiment au moment où, je peux en dire depuis 15 jours, avec justement l'alarme qu'a pu sonner SVB sur effectivement le durcissement des conditions financières, et donc logiquement sur un affaissement de la demande, peut logiquement provoquer la réaction de l'OPEP. Ensuite, ils se donnent jusqu'au mois de mai avant de mettre en place réellement ces baisses de production, ce qui leur laisse également, comme la Fed, la possibilité éventuellement de se réajuster si jamais les choses venaient à changer d'ici là. Éventuellement, soit si on avait vraiment une détérioration des conditions, éventuellement de couper, de réduire la production encore plus fortement, ou alors si on avait un ajustement, de pouvoir se remettre dans les clous de ce qu'ils avaient annoncé avant. Mais c'est un peu, en fait, c'est vraiment ça. C'est maintenant l'OPEP réagit un peu comme la Fed. C'est une banque centrale, quoi. C'est une banque centrale, la Banque centrale du pétrole, et qui est avec une réaction qui est finalement assez logique. Ensuite, pour la discussion que vous aviez sur les questions budgétaires européennes, évidemment, ça va devenir important. Je pense qu'en plus, ça peut alimenter les frictions qui avaient un peu disparu, on va dire, depuis la période Covid entre les différents États. Je pense que ces frictions-là existent depuis ces 2 dernières années, mais on a réussi un peu à les glisser sous le tapis. Il y a le risque de se ressurgir. Et effectivement, donc, la période, je ne dis pas que c'est le retour de 2011-2012, mais on aura sans doute une petite saveur de ça qui va arriver dans les prochains temps. Et on voit notamment il y a quelque chose qui était amusant sur les données de la construction en Italie. On avait vu entre 2019 et aujourd'hui, on a quand même une hausse de plus de 50% des dépenses de construction en Italie, ce qui est absolument colossal. Et en fait, c'est simplement dû à une réforme qui a été faite avant Draghi, en fait, qui permettait aux ménages italiens d'avoir une réduction d'impôts à hauteur, pour les travaux qu'ils faisaient chez eux, à hauteur de 110% de cela. Donc évidemment, les dépenses ont absolument explosé pendant cette période-là. Mais évidemment, alors on a encore une nouvelle distorsion dans le PIB européen. Donc on doit maintenant, il faut enlever les données d'investissement irlandais sur les propriétés intellectuelles. Maintenant, il faut enlever les données de la construction italienne qui sont complètement faussées. Et donc ça devient compliqué d'avoir des choses à peu près correctes pour essayer de lire correctement les données européennes. C'est ça. C'est-à-dire que même le tableau de bord des données économiques devient
très compliqué. C'est très compliqué. Par exemple, ce matin, on a eu des données de la production industrielle allemande. On a 2 déflateurs qui existent. Si vous prenez un déflateur, vous avez une croissance fabuleuse. Si vous prenez l'autre déflateur, vous avez une stagnation. Donc, on est un peu perdu. On a une situation aussi, on a une lecture de l'inflation en Europe. On a une inflation qui est, vous prenez un panier à la fin de l'année et le panier est uniquement modifié à la fin de l'année. Si vous avez les prix de la viande qui augmentent de 50% en 2 mois, les gens vont acheter beaucoup moins de viande. Et du coup, mais par contre, votre indice, il va continuer à traduire cette hausse de 50%, alors que les gens vont consommer différemment. L'indice américain permet de refléter ça, cette modification de la consommation. Et donc, on a une lecture qui est totalement faussée des données de l'inflation également en Europe. Ça pose la question, on pourra terminer là-dessus, Christophe, de la pertinence de la stratégie de data dépendance des banques centrales. Il faut vraiment être complètement dépendant aux données, réagir aux données avec une fonction de réaction qu'on essaye quand même de communiquer en toute transparence. Est-ce que ça veut dire quand même, si on fait un peu de prospective, qu'à un moment, il faudra que les banques centrales soient peut-être beaucoup plus discrètes, beaucoup moins précises aussi peut-être dans les différentes données qu'elles peuvent suivre, qu'elles peuvent regarder? Honnêtement, pour savoir un peu comment ça fonctionne, donc, il y a les données, c'est sûr, mais il y a tout un cadre autour aussi. Aujourd'hui, on essaye de donner un certain nombre de clés, d'indicateurs qu'on va regarder, de se focaliser dessus. Mais après, il y a aussi il y a tout un tas de paramètres. Les banques centrales ne réagissent pas forcément de la même manière. Elles n'ont pas forcément le même focus, parce que aux États-Unis, elles vont aussi beaucoup regarder les sondages. Quelles sont les priorités des consommateurs? Donc, à un moment, la Fed a changé la dernière fois à partir du moment où l'inflation est devenue la première menace pour le consommateur. Dans les enquêtes. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Michigan, il nous disait qu'il faut regarder le Michigan, les enquêtes du Michigan, du consommateur. Donc il y a toujours cette notion un peu de focus. Là, aux États-Unis, on commence à voir que l'emploi, petit à petit, ça monte aussi dans les sondages. L'inflation, ça... voilà. Donc, le mix, ils vont regarder aussi les enquêtes d'opinion. Et après, c'est aussi pas mal le marché. Parce que les données, c'est une chose, mais les données financières, ils les prennent beaucoup en compte. Après, tout un tas de panels d'experts qui seront plus ou moins convaincants. Mais c'est plutôt quelque chose de global dans la prise de décision. Et puis après, il y a une dimension aussi management des risques. Donc et puis peut-être un peu politique à peine. 2024 sera forcément une grande année de ce point de vue-là. Pour conclure avec vous rapidement, Vincent, sur la logique d'investissement, là, jusqu'où est-ce qu'il faut être défensif? Parce que le marché obligataire semble déjà convaincu du ralentissement à venir, etc. Tout ça est encore à graduer, bien sûr. Sur les marchés actions, quand on regarde juste le niveau des indices en prix, l'impression qu'on n'a pas anticipé quelque chose de très compliqué, comme disait par exemple Christophe tout à l'heure au T3 aux États-Unis. Non, il faut raison garder, 10% sur le MSCI Europe, 7,5% sur le S&P 500 au premier trimestre, ça ne va pas continuer à ce rythme-là. Je pense que les risques s'amoncellent, en tout cas c'était le consensus de ce soir pour les mois à venir. On a des valos qui ne sont pas ni aux États-Unis ni en Europe particulièrement attrayantes et on n'a pas des perspectives bénéficiaires qui sont tout autant. Donc au maximum, ça nous pousse en tout cas vers un positionnement neutre pour les actions. Et puis, on est quand même bien payé pour attendre. On a du cash en dollars qui fait plus de 5% aujourd'hui, du cash en euros qui fait plus de 3%. Donc, pourquoi encore, j'irais prendre tant de risques? Le focus au niveau equity, il est sur la qualité. C'est dépasser un petit peu cet aspect value growth, la qualité, soins de santé, même la tech et sur des large caps. Éviter les small caps, je pense, pour les mois à venir. Mais aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, alléger un peu son portefeuille d'actions à neutre et revenir sur du cash ou de l'obligataire court terme, c'est plutôt la stratégie gagnante pour les mois à venir, je pense. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Christophe Barrault, Market Securities et Nicolas Gottsman, la financière de la Cité.